Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes vieilleries concernant le jeu de cartes à collectionner et le jeu de cartes évolutif L'Appel de Cthulhu JCE CCG. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien en ce novembre ou plus tard, si vous voyez la vidéo plus tard. Moi je suis assez content en fait d'avoir remis le nez dans ce jeu-là. Pourtant il y a rien qui me menait vers ça en ce moment. Je ne suis pas en train de lire une nouvelle de Lovecraft. Je connais personne autour de moi qui soit aussi fan du CCG. Mais je sais pas quoi, croyez-le ou non, je me suis rouvert les classeurs. J'ai repotassé un peu les decks, et puis le fait de faire les vidéos précédentes, celles que vous avez peut-être vues si vous êtes en train de consulter celle-ci, eh bien m'a remis un peu l'eau à la bouche, j'ai envie de dire. C'est un jeu qui paraît pas comme ça encore, hein, je reviens un petit peu là-dessus, mais il y a quand même une profondeur. Je sais qu'il a été un peu boudé, un peu mis à l'écart. Peut-être que c'est le thème qui a pas trop plu, surtout en France, c'est pour ça qu'il a arrêté d'être traduit en français d'abord, et après, bah écoutez, je sais pas, franchement, j'aimerais bien un jour réussir à obtenir, je sais pas, des avis, des interviews, de quoi essayer de traduire un petit peu des données américaines et françaises concernant en fait les responsables d'édition et peut-être un jour aussi les auteurs, si j'arrive à les joindre. J'aimerais vraiment questionner Nate French et puis l'autre là, Eric Lang, pour savoir si à leur sens il y a un truc qui a foiré, pourquoi est-ce que le jeu a eu une si courte durée de vie. Bon après voilà, on va pas tergiverser 1500 ans là-dessus. C'est aussi la vie d'un jeu de cartes à collectionner et évolutif à moyenne, je dirais environ 5-6 ans. Bon, c'est un peu comme quand on voit aussi le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, donc le JCE, hein, celui de FFG aussi. Bah pareil, quoi, il est sorti en 2010, là il a fait quand même 10 ans avant de s'essouffler puis de s'arrêter, on sait pas trop, là il y a des boîtes de base qui sont en train d'être refaites, mais les sets, c'est impossible d'en trouver. Moi pareil, je fais la collecte, voilà, laissez tomber quoi, pour trouver les dernières, là, les terres sauvages de Rovanion, ou certaines premières, enfin bref, c'est compliqué. Bah là c'est pareil. Est-ce que c'est le format de commercialisation qui a pas marché, mais dans ce cas-là, pourquoi le CCG s'est arrêté aussitôt aussi, il n'a duré que 3 ans, 3 ou 4 ans. Voilà, c'est vraiment un mystère. Encore une fois, c'est c'est un peu l'indicible Lovecraftien. Je ne sais pas pourquoi ce jeu n'a pas fonctionné, parce que il est juste trop bien. Voilà, j'ai pu refaire une toute petite partie avec un de mes potes là récemment. Où alors il avait pris, alors on l'a pas filmé parce que c'était trop laborieux, il a jamais joué, je lui montrais juste le jeu. Il a pris donc du Agency, j'avais pris du Astour Folie, teinté un peu de lunatique. Bon bah ouais, là en même temps je savais un peu jouer, donc c'est normal que sur cette partie-là par exemple j'ai gagné. Mais c'est vrai que même avec des willpower, donc des volontés, il a pas réussi à remonter la pente, et je crois que j'ai gagné 3-0, un truc comme ça. Bon, bref, c'est pas pour vous parler de la partie aujourd'hui, c'était pour vous parler un petit peu de, eh bien comme je l'avais prévu, la première extension Deluxe sortie, l'une des deux seules. On va voir s'il y a le temps dans cette vidéo pour vous montrer rapidement la deuxième. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de celle-ci, tout simplement parce que j'avais commencé la collecte grâce à quelqu'un qui vendait une boîte de base et ça. Donc pour moi ça faisait un peu partie de la boîte de base, et voilà, ça ajoute pas mal de choses. À l'instar de Warhammer Conquest, dont je déplore qu'il n'y ait pas finalement assez de... C'est un peu le défaut du jeu, je trouve. Pour ceux qui connaissent un peu Warhammer 40 000, c'est un jeu dans cet univers de FFG, il y a que 10 planètes, on joue avec 7 planètes parmi ces 10-là. Bon, là c'est pareil, il y avait 10 histoires, bon bah maintenant il y en a 20, et puis après avec les autres cycles, notamment ceux qui sont pas sortis en français, il y a eu encore d'autres histoires, donc voilà, plus on développe au niveau de la base de jeu des histoires, même si pour le coup c'est pas le plus important, de déclencher des effets en fait d'histoire. C'est pas comme si c'était comme dans un autre jeu quelque chose qui pouvait renverser le cours de la partie, sur lequel vous allez compter pour pouvoir vraiment jouer. Là c'est bon, bah voilà, le tirage fait qu'il y a cette histoire qui sort, si vous la gagnez, si ça tombe bien, bah voilà, ça vous donne un petit avantage de déclencher l'effet ou pas. Mais bon bref,
plus il y en avait des histoires, mieux c'était, parce que du coup il y avait plus de renouvellement de parties. Mais voilà, c'est encore une fois c'est dommage, il y avait tellement d'idées dans ce jeu-là, donc je vais vous montrer un petit peu déjà de quoi il s'agit. Alors j'ai derrière mon classeur parce que j'ai pas du tout retrouvé en fait les cartes qu'il y avait dedans, mais on va se débrouiller. Donc ça nous dit voilà que ça nous rajoute 50 cartes, que ça va nous rajouter aussi donc 10 cartes d'histoire, et qu'il y a un peu de cartes pour chacune des factions. Et à cette époque, il n'y avait pas encore l'ordre de Crépuscule d'Argent dont on parlera un peu tout à l'heure, je l'espère. Donc il n'y a pas l'ordre du Crépuscule d'Argent, donc les francs-macs. Donc on voit bien ici hein, qu'il fallait quand même le jeu de base. Voilà, bon bah c'est... En fait, ils disent ça, mais si vous achetiez, je sais pas, 3 boîtes de ça, peut-être que c'était quand même plus ou moins jouable en mini-deck, mais bon. De 2009, hein, voilà, c'est sorti la même année. Marque déposée d'Ubique, Fantasy Flight Game Edition. Édition française par Edge, parce que il n'y avait pas encore de Fantasy Flight Game France à l'époque, de souvenirs. Je suis en train de me demander. Je sais plus. Ça, je suis pas un spécialiste de l'édition, donc je peux pas trop parler là-dessus, malheureusement. Voilà, les éléments inclus peuvent varier également par rapport à ceux qui sont montrés. Fabriqués en Chine, bon bah classique. Hein. Alors ouais, donc le mode d'information de chez FFG là sur les protège cartes standard 3, bon bah c'est du standard. Tous les jeux de cartes à collectionner, quoi, on va dire classique, sauf Yu-Gi-Oh! Et puis là, on a donc un code ISBN, etc. Bon, ça, c'est pour ceux qui voudraient jouer à ce jeu-là aujourd'hui, franchement pas encore trop complexe à ma connaissance. Hein. Je suis pas allé refouiner sur Internet récemment, mais je pense que ça se trouve encore facilement. Il y a énormément de stocks qui avaient été produits pour les 3 cycles français qui ont été faits. Attendez, 3. Le contrat du Got, 1, 2, 3, ah il y en a eu peut-être 4, je sais plus. Pour le coup je sais plus là, vous voyez. Euh, mais voilà, donc là pour le coup c'est quand même assez simple de la trouver, celle-ci a priori. Alors je sais plus si j'avais gardé le papier qu'il y avait à l'intérieur, et si même il y avait un papier, mais en fait le gros problème de ça, et à l'instar de Warhammer Invasion qui était sorti l'année d'après, clairement on se fout de la gueule des gens quoi. Là pour le coup là je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est vraiment très mesquin et heureusement qu'ils ont corrigé le tir après pour les suivantes en anglaise malheureusement et pour l'ordre du crépuscule d'argent, mais il n'y avait que 2 cartes de chaque. Voilà, vous avez 50 cartes, dedans il y avait la place pour mettre 3 petits paquets. Et en fait, vous ouvriez le truc et vous voyez que les 3 paquets avaient la première carte qui était différente. Ah bah si, il y avait un petit papier dedans. Bon bah ça explique rien à part un peu à quoi ressemblent les factions, mais ça on le sait déjà. Et ça nous fait la publicité des autres JCE qui étaient en train de sortir. Donc celui-là l'était, celui-là il était en train d'arriver. Donc vous voyez là, il y avait juste, non même pas 3 paquets, il y avait juste un paquet comme ça, clac, et un autre paquet comme ça à côté. Tandis qu'après ils ont rangé 3 paquets comme ça, c'était un peu plus lourd puisque du coup ils multipliaient par 3 chaque exemplaire de carte. Là il y avait donc que 2 exemplaires de cartes. Il vous fallait donc, si vous vouliez avoir un playset des secrets d'Arkham, 2 choses comme ça. Alors moi je crois que j'en ai 2. Oui, je crois que j'en ai 2. Alors où est-ce qu'ils sont rangés? Tout ça c'est une autre histoire. Bon, je sais pas si on arrivera à faire tout, et si on va vraiment tout lire, mais bah écoutez, je vais arranger un petit peu ça différemment. Hop, on va prendre ça plus proche. Et voilà. Montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans. Donc là on avait par exemple l'agence qui commence toujours, hein, généralement ils sont toujours classés dans cet ordre là. Donc là un tout-bip de l'agence 1 pour 1 sans icône, de gouvernement en interruption, sacrifier le tout-bip de l'agence pour annuler une blessure infligée à un personnage. Bon, je sais pas si c'est très intéressant. Spécialiste du paranormal en gouvernement 2 pour 2 avec 1 de crâne. Quand c'est le jour, le spécialiste du paranormal gagne action, décharger et payer 1 pour choisir un personnage maléfique, renvoyer ce personnage dans la main de son propriétaire. Ça peut être intéressant. En plus, ça coûte pas cher et ça fait bobo. Alors ce qu'il faut voir par là, c'est que, comme vous l'avez vu, là, il y a eu les termes jour. En parallèle, c'était sorti avec le premier ou le deuxième cycle, celui qui posait problème aussi, parce que quand vous achetiez les petits paquets, il y avait que une, voire 2 ou 3 exemplaires de chaque carte. Donc il fallait en 3 si vous vouliez avoir au moins celle qui était en 1 en 3 fois. Et il y avait justement cette petite mécanique de jour et de nuit qui est très intéressante, qui a été reprise maintes et maintes fois, non peut-être maintes et maintes fois, je suis pas sûr. Je sais que le premier jeu de cartes à collectionner de 1993 l'a utilisé beaucoup plus tard, très récemment pour leurs dernières éditions.
Mais enfin voilà quoi, là c'est en gros il n'y a pas de jour ou pas de nuit, c'est un peu comme Keyforge aussi, la marée. Au début la marée n'est ni haute ni basse, là c'est pareil, il n'y a pas de jour ou pas de nuit. Par contre quand vous avez des cartes qui viennent ajouter le jour ou la nuit, du coup vous basculez en jour ou en nuit, et vous avez des... Alors généralement quand le jour arrive toutes les cartes nuit pètent, quand la nuit arrive toutes les cartes jour pètent, et bah, ça vous permet de déclencher, voilà, de trigger certains effets quoi. Donc ça c'est pas mal. Fusil foudroyant, accessoire artefact, attacher donc cette carte à un personnage, et donc c'est parce que c'est une carte soutien, vous voyez, celui-ci gagne un crâne et deux, alors ça ajoute deux struggles de combat dans une histoire, dans l'histoire dans laquelle ce personnage qui porte ça viendra, donc ça peut être vraiment sympa. Norman Blackwood Jr. est un détective érudit, donc il coûte 4, il a 2 de skill pour 2 de patates, donc 2 de crâne. Hein. Gouvernement investigateur, c'est quand même des bons termes parce que vous avez plein de cartes ensuite qui va jouer sur les cartes gouvernement. Quand il fait jour, donc il gagne rapide, plus 2 en skill et 2 crânes et 2 petites loupes. Donc là il peut devenir très très rapidement super violent, c'est un unique. Sous un soleil de plomb, une carte soutien environnement, jour, c'est le jour, voilà. Réaction forcée, donc ça c'est quelque chose que vous n'avez pas le droit de ne pas faire du coup, hein, c'est forcé. Dès que le soleil de plomb entre en jeu, détruisez toutes les cartes nuit. Les personnages agences gagnent un bonus de crâne. Voilà, donc dans un jeu jour, encore une fois, tout ce qui va être faction d'investigateurs sont plus fortes, et évidemment comme c'est des humains en jour, toutes les factions du mythe seront plus fortes quand ce sera de la nuit. Donc là par exemple, vous voyez, il me manque une carte là. Alors, je vais regarder un petit peu avec vous si par hasard j'aurais pas une carte qui s'appelle la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah je la joue justement le fusil foudroyant. Donc voilà l'icône, hein, on n'en a pas parlé, donc voilà les cartes, hein, 2010, Chaosium. Alors il disait 2010, derrière la boîte c'est 2009, mais bon à mon avis c'est un problème de presse ou je sais pas, c'était à cheval sur les 2 années. C'est un petit sablier comme ça, les secrets d'Arkham, je sais pas si on voit juste mon gros doigt dégueu là, mais voilà, je sais pas si c'est un sablier d'ailleurs, mais bon, bref, une petite lanterne plutôt, parce que l'autre il se balade avec une lanterne, je sais pas si vous avez vu, attendez, je vous montre, ouais je pense que c'est ça, c'est une lanterne, vous avez vu? Et donc la lanterne, elle doit avoir rapport au petit sigle, ouais c'est ça, c'est une lanterne, ouais. Bref, on est en train de niaiser là, donc on cherche la sixième lanterne. Voilà, c'est celle-ci. Ah bah c'est la femme fatale justement. Rapide. 2 pour 2. Avec, on l'avait vu dans mon extrait de vidéo, enfin mon extrait dans mon résumé de règles. Un crâne, 2 pour 2. Investigateur rapide. Voilà, ça mange pas de pain. Continue un petit peu. Là on a donc du Miska avec texte scientifique, un accessoire objet pour 2, attacher cette carte à un personnage miskatonique, tant que le texte scientifique est activé, le personnage auquel il est attaché gagne un symbole d'arcane, donc pour se détaper c'est bien, en majorité évidemment, et en action, décharger le texte scientifique pour tirer une carte. Bon, et c'est... ouais, moi je trouve que c'est super bien. Piocher, c'est... c'est gagné j'allais dire, mais c'est pas loin. Professeur conférencier 4, il coûte 4 donc il a 3 de skill, il a 2 loupes. Gouvernement en héroïque, tant qu'il fait jour, il gagne plus de en compétences et 3 crânes. Pas mal, mais c'est conditionné, il gagne pas autant que lui, je trouve, et elle est un peu chère pour pas trop, enfin pour potentiellement se faire défoncer, je suis pas, ouais, je suis un peu moins fan là, par exemple. Le Necronomicon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Necronomicon dans ce jeu est sorti pas que dans une faction, hein, pour ceux qui aiment le mythe un petit peu de Lovecraft. Le Necronomicon, ils ont été intelligents, ils l'ont dérivé en fait dans chacune des factions, et ça fait un effet qui est corrélé, je dirais, aux grandes orientations de la faction. C'est super intelligent. Généralement, enfin, c'est pas généralement, il y a un défaut, c'est que soit vous le remélangez dans le deck pour faire son effet, puis en même temps vous devez sacrifier quelqu'un quand c'est une faction du mythe, ou taper quelqu'un, enfin voilà, chacun a un effet, mais généralement c'est assez fort. Là vous voyez, c'est un grimoire, donc un soutien qui coûte 4, il est unique, donc le livre de l'arabe dément, action. Décharger et payer 3, hop on va se mettre comme ça, décharger et payer 3 pour choisir un personnage, vous prenez le contrôle de celui-ci jusqu'à la fin de la phase. Bon là il a même pas besoin d'être remélangé, alors ça c'est super violent. Là-haut, on a quoi? Une diseuse de bonne aventure. 2 pour 2, c'est un personnage, donc il n'a pas d'icône. Réaction, dès que la diseuse de bonne aventure est engagée dans une histoire, elle gagne une icône de votre choix jusqu'à la fin de la phase pour chaque carte accessoire en jeu. Ouais. Bof. Trop conditionné.
Donc on a une carte qui vaut 0, un événement là qui s'appelle Désinformation avec 2 de threshold en Miska. En action, déchargez une personnalité que vous contrôlez dotée d'au moins 2 icônes d'investigation pour choisir une histoire et retirer jusqu'à 3 marqueurs de succès de cette histoire. Ça par contre, je trouve ça assez intéressant. Ça peut un peu renverser la partie, ce genre de truc. Ah, l'un de mes préférés, le professeur Armitage. Il coûte 4, il a 3 de skill, donc 3 de compétences, 3 loops. Héroïque volonté, donc il résiste aux résultantes de terreur pour éviter d'être dément. Et en action, il paye 1 pour choisir et activer une carte grimoire déchargée. Vous vous souvenez, hein? Et oui, le Necronomicon est un des grimoires existants, donc c'est pratique. Allez, une fois qu'on a vu ça, on peut passer sur le commando tueur d'élite en syndicat, il coûte 3, donc il coûte 3, il a 6, 2 de crâne, donc 6 de skill, c'est très bien, mais le commando ne peut pas s'engager dans les histoires pendant le tour de jeu de votre adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire vient en story, vous pouvez pas le commit celui-là en story pour contrer. Vous avez vu le skill qu'il a. C'est juste quand vous allez utiliser votre phase d'histoire. En action, payez 1 pour que le commando de tueur d'élite gagne plus en compétences et plus un crâne jusqu'à la fin de la phase. Franchement, pour le coup, même si je suis pas fan généralement des trucs qui peuvent pas venir de votre côté ou du côté de l'adversaire à tel ou tel tour, je trouve quand même qu'il est le ratio est relativement bon. Mystique alloué. Alors lui, il a 0 de skill. C'est un sorcier, il coûte 3. Mais alors par contre, vous avez vu, il a les 3 icônes. Ça peut être intéressant, surtout qu'il coûte pas très cher. À venir avec quelqu'un en histoire que vous avez payé 1 et qui n'a pas d'icône, par exemple, ça, ouais, potentiellement ça peut être quelque chose d'assez intéressant en début de partie, ouais. On a maintenant une carte qui coûte 2, qui est la saisie forcée. C'est un événement qu'on joue pendant notre phase d'opération. En action, on attache ça à un lieu, donc un soutien lieu. Tant que la saisie forcée est attachée, on gagne le contrôle de ce lieu. Voilà. Donc en fait, vous allez pouvoir piquer des trucs à l'adversaire. Là, vous voyez qu'il me manque 2 cartes. On va tout de suite regarder. Alors, j'ai quelque part mon syndicat. Donc, c'est la carte 16 et 17. Ah bah 17, voilà, c'est lui. Excellent. Un rapide qui coûte 2, 1 de skill, une patate, et un crâne et un investigation. C'est très 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 bien. Et le 16... Je suis en train de faire défiler, là, comme vous voyez. Oui, je le joue en plusieurs, vous avez vu, celui-là je l'aime vraiment bien. Le 16, c'est ça. C'est une intimidation en action, donc c'est un événement. Hein. En action, donc durant une des phases d'action, à votre tour ou à celle de votre adversaire, vous choisissez décharger un personnage qui n'est pas un grand ancien. Pour 1, franchement, mais qu'est-ce que c'est bien! Je sais pas si vous imaginez quand même. Vous bloquez quelqu'un, quoi. C'est trop, trop bien. Enfin voilà, là je m'enflamme, mais c'est juste excellent. J'adore Syndicat, quoi. Là, on a quoi? On a un magouilleur qui coûte 3, il a 2 de skill, 2 crânes et 1 d'arcane, c'est un criminel, et on réduit de 2 le coût pour jouer cette carte-là, jusqu'à un minimum de 1, s'il y a au moins un accessoire en jeu. Voilà. Bon, bah, très rapidement, si vous jouez avec des cartes soutien potentiellement accessoires, ça peut être pas mal, mais alors par contre, bon, malgré tout, hein, c'est pas exceptionnel dans les stats, donc bon, c'est une carte moyenne, on va dire. Et puis là, on va arriver très rapidement sur du Shub Niggurath. Je me demande si la 19 et la 20, ce serait pas des Migo, d'ailleurs. Je vais regarder dans mon deck Migo. Alors, 19 et 20, en petite... Alors, Migo, moi, je suis assez fan. C'est même parfois des fois un peu pété. D'ailleurs, regardez, voici un Necronomicon, donc il est sorti dans une des saisons en fait qui ne sont sorties qu'en anglais, je sais plus laquelle, mais celui-là c'est celle de Shub Niggurath du coup, qui est super bien. Alors on avait dit 19 et 20, ok. Alors 19 c'est un Migo chirurgien, il coûte 3, il a 2 de skill avec une loupe et un crâne, et ce qui est bien c'est que tous les personnages Migo gagnent une icône d'arcane, mais tout le temps en plus, tant que c'est en jeu, mais vous imaginez le truc, dans un jeu où il n'y a que des Migo. C'est juste... De toute façon, à un moment donné, on compte même plus. Hein. C'est tellement fort. Et voilà, le commandant Migo, qui coûte 4, il a 4 de skill, une patate et 2 livres, donc un crâne et 2 arcanes. Tous les Migo gagnent un crâne. C'est juste abusé. Donc c'était ça, hein, les 2 autres cartes.
qui manquait. Ensuite, on a un sombre rejeton. Il coûte 5, il a 5 de skill avec juste une icône de combat. Donc il est aussi serviteur, il a résistance plus 2, c'est-à-dire qu'il a 3 points de vie en tout. Réaction, dès que le sombre rejeton déchaîné est placé dans la défausse après avoir été en jeu, donc dès qu'il est mort en gros, mettez en jeu un personnage issu de votre main ou de votre défausse dont le coût imprimé est inférieur ou égal à 3. Je viens de faire un deck sombre rejeton avant-hier soir, je me faisais chier dans la nuit, et ça j'en ai mis combien? J'en ai mis 1 ou 2. Mais parce que ça, je trouve ça trop bien. Bah, ça coûte très cher, mais j'ai des trucs pour réduire des coups ou pour jouer des personnages en baissant le coût ou en les supprimant en fin de phase ou en fin de tour. Mais regardez, en fait, les sombres rejetons, c'est les Dark Yang en anglais. Bah, ils coûtent la majorité du temps, ils coûtent que 3. Donc voilà, sombre rejeton 2, 3. Donc en gros, là, vous voyez, voilà. Le coût est inférieur ou égal à 3, bah, vous sortez n'importe qui. Voilà. Donc, sombre rejeton déchaîné. Est-ce que j'en ai mis d'ailleurs assez? Sinon, je vous ai dit que j'en ai mis 1 ou 2. Si ça se trouve, c'est pas fait, et puis je vais devoir revenir sur mes... Non, mais parce que... Bah voilà, ça, par exemple. Bon, bref, on n'est pas là pour montrer un deck, mais... là, vraiment, je crois que j'ai fait l'erreur de ne pas en mettre. Je vais devoir... Ah si, j'en ai... Bah non, c'est un autre, vous avez vu? Ouais, ils se ressemblent un peu. Oh, ils sont tous bien, de toute façon. Bah, je vais devoir dégager quelques trucs. Peut-être ça. Ouais, je vais devoir dégager quelques trucs parce que j'en ai même pas mis un, visiblement. Bon, bah, j'étais en train de vous vendre une carte. Alors que je la trouve bien, mais... Ah, si, je sais, je crois que je suis passé dessus. Je la trouve trop bien, en fait, pourtant, maintenant que je vous en parle. Mais en fait, c'est son coût qui me paraissait trop important. C'est peut-être normal que j'en ai pas mis, du coup. Bon, là, il y en a 2. Et je dois avoir une boîte où il y en a encore 2 autres, donc voilà. Le chevreau albinos, il coûte 2, c'est un monstre qui a 1 de skill avec 2 de crâne, il a résistance plus 2, donc pareil, hein, déjà 3 de points de vie pour juste 2, et un ratio vraiment cool, il peut vous remporter une histoire s'il est tout seul, il tape quelqu'un, bon bah voilà, en début de partie c'est cool, mais dès qu'une carte jour entre en jeu, on blesse l'albinos. Voilà, c'est ça, c'est un peu le défaut. Migo sans âge, une des meilleures cartes. Vraiment, tous les personnages Migo gagnent résistance plus 1. Bah alors là, c'est... Sans commentaire. Est-ce qu'à 24, il manquerait pas quelque chose encore? Peut-être parti un peu trop vite tout à l'heure. Est-ce qu'en 24, on avait quelque chose? 6, 20, 20... bah je sais même plus. Qu'est-ce que ça peut être ça? Bon, après 23, donc on avait le Migo sans âge, 20 on les avait vus. Je vois pas bien ici en plus. 45, 6. Alors ça c'est mystérieux. Je sais pas si je pourrais vous la montrer du coup. Ah non, je pense savoir ce que c'est. C'est qu'à mon avis, ça doit être une carte Yogg-Sothoth maintenant. On va regarder. Les Yogg-Sothoth, c'est les sorciers et les monstres bizarres là. 24. Alors, est-ce que ce serait pas une carte qui se baladerait là-dedans? 34. Ouais, bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va pas niaiser, la vidéo est déjà longue pour ce que je voulais en faire. Moi qui pensais faire une présentation en même temps sur l'autre boîte, tant pis. Là, je suis assez navré, là, je sais pas ce qu'il y a ici, là. Ah ben non, je suis con, je disais Yogg-Sothoth parce que je le voyais derrière, regardez. Mais en fait, non, non, ça doit être Cthulhu. Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ça doit être là-dedans. C'est pas celle-là. Si vous verriez le bordel ici. Ah. Alors, on va quand même continuer pour être sûr que 24 ne se cache pas là-dedans. Je pense que si. Donc, Hydra, là, j'en joue en 1, ça on le verra juste après. Ça c'est pas la bonne série. 26, bah 26, voilà, on va déjà la garder dessus. Parce que on va là, jeter un œil là-dessus. Et puis 24, allez là! Ouais, désolé hein, si j'arrive pas à faire un cut sur mon logiciel, parce que c'est un peu pénible de regarder quelqu'un chercher. Bah ça, je suis assez stupéfait. Qu'est-ce que ça peut être le 24? Bon bah écoutez, 24 ça restera un mystère.
Ou alors, ça se trouve, c'est encore un dernier... Ah non, je commence à savoir ce que ça peut être. Je pense savoir ce que ça peut être. J'ai un jeu où je mets du Shub-Niggurath dedans, mais il est pas à côté de moi. Et c'est un jeu grand ancien, slash cultiste. Donc là, je pense qu'on la trouvera pas parce que c'est à... Ah ben non, et ben voilà. Ben non, 24, 22, 23, 24. Ah bah si, c'est la main, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. En fait, c'est une que j'avais dans le jeu, voilà, je vous l'ai montré, mais c'est celle-ci, hein. Elle coûte 3, voilà, un sombre jeton, donc elle coûte 3 pour 2 de skill, un en terreur et un en combat. Réaction après avoir joué la main de la mer. Si vous avez payé cette carte plus cher qu'elle ne valait, choisissez et régénérez un domaine. Ça, potentiellement, ça peut donc être quelque chose de gratuit à jouer. Voilà, donc ça, c'est super cool. Hop, j'arrête de niaiser, excusez-moi du temps. Compliqué tout ça, hein. Ah bah faire une chaîne où on parle un petit peu de CCG et de matériel, c'est autre chose que ceux qui font des chaînes de jeux vidéo où à part si leur PC ou leur je sais pas leur console bug, ben tout ça ça avance à la bonne vitesse. Bref, j'arrête de me plaindre et puis on continue un peu. Et puis on va regarder donc la Hydra là qui est un grand ancien, elle coûte 5, 5 de skill en Cthulhu, donc elle a 2 icônes de peur, 3 de combat, en maléfique résistant plus 2, action payer 2 pour choisir un personnage profond. Dans votre défaut, c'est le mettre en jeu. Bah, voilà, évidemment, je la joue en Cthulhu parce que j'ai un jeu basé justement sur les profonds. D'ailleurs, en parlant de celui-là, on va le regarder tout de suite parce que c'est le 26. Il coûte 3, il a 2 de force, il a 2 crânes et un d'arcane et un profond. Donc, de Cthulhu, quoi, en action, payer 1 pour choisir et activer un personnage profond. Ça peut être pas mal. Peur primale, donc c'est un événement en Cthulhu, action, choisissez un personnage dépourvu d'icône de peur jusqu'à la fin de la phase, la boîte de texte de ce personnage perd son texte imprimé. Ça, je pense que ça doit être très bien en mix avec Astour dans un concept de jeu que j'aimerais bien monter en ce moment. Il y a beaucoup de cartes Astour qui, je vous disais que la peur, bah, une fois qu'on s'en prémunit ou qu'on a soi-même une icône de peur, bah voilà, on ne devient jamais dément. Bah justement, il y a Astour, la faction jaune, a certaines cartes qui arrivent à dégager les icônes de peur d'une personne, ou même dégager le trait volonté. Je pense à une carte, ça doit être une location, soutien, ça doit s'appeler le Trémé, quelque chose comme ça. C'est un lieu. Bon, c'est juste violent, donc après, voilà, vous amusez à bousiller les game texts de tout le monde. Il n'y a plus que ceux qui sont en terreur ou en volonté ne sont plus protégés. Karl Stanford en Cthulhu, il coûte 3, il a 3 de skill, il est donc peur et arcane. Il est invulnérable, ça veut dire qu'on ne peut pas lui coller de dégâts. Action, sacrifier un personnage adepte, lui c'est un sorcier, hein, ou une carte masque pour que Karl Stanford gagne 2 crânes et 2 arcanes jusqu'à la fin de la phase. Ouais, potentiellement ça peut être pas mal. 28, 29, il y a encore un truc qui me manque là, on va en 29. On va essayer de passer rapidos. Ah bah c'est ça, ouais, il est cool lui. Il coûte 4, un profond émergent. 4 pour 4 de skill, 2 patates et un arcane, un profond, réaction forcée. Après avoir joué cette carte-là, vous choisissez et détruisez un personnage qui n'est ni profond ni grand ancien si possible. Mais vous imaginez le truc. Franchement, ça vaut le prix, quoi. Ça vaut le prix et il a un bon skill, il a de la patate. Non, non, c'est une carte exceptionnelle, ça. Moi, je trouve que c'est super bien. Profond de reconnaissance, c'est un accessoire environnement, donc une carte soutien en Cthulhu. Eh bien, on attache cette carte à une carte histoire et en réaction, dès que la carte histoire attachée est remportée, activez tous les personnages profonds qu'on contrôle. Ah, c'est marrant que je la joue pas celle-là. Ça pourrait être pas mal, hein. Ouais, franchement. Allez, on passe maintenant sur. Vous avez vu sur Yogg-Sothoth. Des choses sous la terre. Une carte soutien environnement. Action, décharger les choses sous la terre pour défausser les 2 premières cartes du deck de chaque joueur. S'il a des personnages parmi ces cartes, ils sont mis en jeu au lieu d'être défaussés, mais ils arrivent en jeu dément. Alors, faut faire gaffe avec ce genre de truc, hein. Je trouve que c'est un peu risqué. Les cartes Yogg-Sothoth, de toute façon, elles sont soit bridées, mais bridées bizarres, soit risquées. C'est une faction qui est difficile à maîtriser, hein. C'est appeler les anciens, sort, action. Donc c'est un événement, hein. Choisissez et détruisez un des personnages avec la compétence la plus faible. Pareil, hein, c'est vraiment conditionné à pas mal d'éléments et de variables. La gardienne du portail, donc un de peur, un de crâne et un d'arcane. Elle coûte 4 pour 3 de skill, elle a résistance plus 1. Ça paraît pas comme ça, hein, mais bon. Réaction, après avoir remporté une lutte d'icônes par 2 icônes au moins, pardon.
Payer 2 pour choisir un adversaire. Celui-ci se défausse des 3 premières cartes de son deck. Ah, allez, si c'était... ouais, mais elle a une résistance plus 1. Là, c'est assez bien équilibré, mine de rien. Même si je trouve que c'est cher pour finalement l'effet qui est quand même lui aussi conditionné à une victoire de 2 au moins. Là, on a un adepte qui s'appelle l'érudit hermétique, qui vaut 3, qui a donc 3 de skill, il a 2 patates et 1 livre, et en réaction forcée, dès qu'il entre en jeu, chaque joueur doit se défausser des 4 premières cartes de son deck. Bon là, clairement, je pense que il y a des trucs avec une synergie particulière qui fait que vous allez pouvoir ensuite récupérer des cartes peut-être de votre jeu, il y a des voilà, enfin de votre défausse pour les remettre en jeu, ce qui ne sera pas forcément le cas de l'adversaire. Donc je pense que c'est à jouer dans un trip comme ça, ça me paraît logique. Hein. Là, on a en événement une mélopée de Thoth, le dieu égyptien probablement, ce qui est un sort, et en action. Eh bien, on choisit jusqu'à 3 cartes de sort ou artefacts de notre défausse, et jusqu'à la fin de la phase, on peut jouer ces cartes comme si elles venaient de notre main. Si une ou plusieurs de ces cartes sont des événements, eh bien, on les place sous notre deck au lieu de les renvoyer à la défausse après les avoir jouées. Ouais, ça cycle un peu, ça peut être pas mal. Magicien, bah, généralement même un deck de 50, là c'est pas Babylon 5, hein. Le deck vous l'épuisez pas généralement quand vous jouez à Cthulhu, hein. Les victoires se font quand même relativement vite, c'est ça qui est pas mal aussi, il y a un certain dynamisme dans ce jeu. Magicien du Exotote pour 3, donc il a 2 de skill, donc il a 2 crânes, c'est un adepte maléfique, et tant qu'il fait nuit, il gagne un struggle de peur, enfin une icône de peur, et 2 d'arcane, et résistance plus 1. Bon, pareil, après, il faut vouloir jouer nuit. Hein. Ah, on arrive sur... vous voyez, ce sera vite fait, hein, mine de rien. Il n'y aura pas grand-chose. Et puis, je pense que je ferai une autre vidéo pour le crépuscule d'argent. Là, on aura déjà dégrossi un peu l'Arkham, et c'est pas mal. Parce que je pense que ça fait vraiment corps avec le set de base et puis l'un des 2 premiers cycles. Vraiment, il y a déjà énormément de quoi faire avec toutes ces cartes-là. Là, on a des très belles choses aussi. Hein. On a un Poltergeist en Astur, donc les factions jaunes, hein, qui coûtent 2 avec 2 de skill. Il a donc 2 icônes de terreur, c'est un monstre, et il ne peut pas être engagé dans une histoire. Les personnages démons que vous contrôlez ne se restaurent pas. Déjà, vous voyez, ça vient pas en histoire. Les démons, bah, ils restent démons. Et en action, on paye 2 pour donner le contrôle du poltergeist à n'importe quel adversaire. Donc ça, en fait, c'est une vieille crasse, quoi. Puisque l'adversaire, ce sera à lui de lire ensuite cette crasse-là. Mais bon, il pourra se retourner contre vous, mais en même temps, si vous jouez Astur, généralement, vous jouez Folie. Bon. Je pense qu'il y a de quoi faire. Je l'ai jamais joué, mais je pense qu'il y a de quoi faire des bons trucs quand même avec ça. Carcosa, le palais du roi en haillons, évidemment. Ça, on retrouve énormément de cartes hein, qui ont rapport avec ce lieu-là de Carcosa chez Astur. C'est un soutien lieu, donc action, décharger et payer 2 pour choisir un joueur. Celui-ci doit soit choisir une carte de sa main et s'en défausser, soit se défausser des 5 premières cartes de son deck, de sa pile, quoi. Pas mal. Yogg-Sothoth Astur pourrait être envisageable dans ce trip un petit peu de perte de cartes. Messager de Ali qui coûte 3 avec 3 de skill, 2 de peur et 1 d'arcane. C'est un serviteur, nuit, c'est la nuit. Réaction forcée, dès que le messager Ali entre en jeu, détruisez toutes les cartes jour en jeu. Voilà. Donc là il nous rappelle hein, cette mécanique-là. C'est super, moi je trouve que c'est vraiment bien quand vous jouez jour ou nuit, ce genre de truc enfin voilà, ça vaut son prix quoi. Mur des convulsions, interruption, donc c'est un événement, annuler un effet déclenché, ensuite tirer une carte, mais ça coûte assez cher, hein, puisque ça coûte 3. Ouais. Un effet déclenché, vous savez les effets déclenchés d'action par exemple de personnages, de lieux, etc. Ah c'est dommage, ça coûterait... Ouais, si c'est quand même bien, en plus ça vous fait tirer une carte, mais bon, ça c'est considéré comme une carte... Ouais, non, il y a mieux, je pense, pour contrer ce genre d'action. Malgré le fait qu'il y ait d'autres choses, mais qui ne fassent pas tirer de cartes, je préférerais payer moins cher pour juste allumer une action, quoi. Enfin bref. Contaminé par la folie, c'est une carte événement action aussi. Chaque joueur se défausse de la première carte de son deck. Pour chaque personnage démon qu'il contrôle, ça peut devenir vite fait très très emmerdant, hein, quand vous arrivez à rendre fou souvent des gens devant. Et là, on a donc implanté la terreur. C'est une carte événement sort à jouer pendant notre phase d'opération. Choisissez un adversaire, celui-ci se défausse de toute sa main. Ensuite, il choisit jusqu'à 2 cartes de sa défausse et les place dans sa main. Voilà. Bon, après, ça coûte un peu trop cher, je trouve. On arrive sur les cartes. Eh bien, vous avez vu les cartes neutres.
Là, on a une feinte, qui est une carte d'événement. Action, choisissez un personnage. Celui-ci subit un malus de -2 en compétences et perd une icône de combat jusqu'à la fin de la phase. On voit un mec de l'agence, là, ça doit être contre eux. Ouais. Ça peut être vraiment drôle, quoi, quand le mec, il amène des petits gens chez vous et il veut remporter des histoires. Ben non, -2, bim. Alors ton mec a 1, tant pis pour lui. Rat d'égout contaminé. Il coûte 2, il a 1 de skill, il a 1 de crâne, une créature. Réaction forcée après avoir joué les rats d'égout contaminés. Choisissez un personnage dont la compétence est inférieure ou égale à 2 et blessez-le. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Contre des joueurs qui joueraient des decks avec des petits gabarits. Une loupe qui coûte 1, c'est un soutien accessoire objet, et on met ça sur un personnage, et il gagne une loupe, tout simplement. Il gagne une icône d'investigation. Ouais, ça peut aider, je pense, hein, surtout quand... Ouais. Dans quoi on pourrait la jouer? Pas dans un jeu Miska, parce qu'ils ont tous des loupes déjà. Non, c'est justement dans un autre jeu où il n'y aurait pas forcément de loupes, qui gagnerait pas assez rapidement des histoires. Il y a plein de possibilités. Allez, on va regarder ici, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Azathoth. Je crois qu'il n'y en a eu que 2. Ouais, 2 ou 1, je sais plus. Bref. En tout cas, dans le JCE, il y a celui-là, peut-être un autre. Il coûte 6 quand même, le dieu aveugle et idiot. L'artwork, il est vraiment marrant. Il y a les 2 yeux, les dents, la grosse bouche de ouf, là. Il a 6 donc de skill, mais il n'a pas d'icône. Mais regardez, vous allez voir, c'est un grand ancien, évidemment. En réaction, dès qu'Azathoth entre en jeu... chaque joueur doit sacrifier tous les personnages qui ne sont pas nommés Azathoth et toutes les cartes de soutien qu'il contrôle. Jusqu'à la fin du tour, à la fin du tour, vous êtes éliminé de la partie. Donc ça, c'est vraiment pour faire vraiment, vous savez, le coup d'éclat final. C'est vraiment serré. L'autre, il a plein de monde. S'il vous le contre pas, c'est très difficile de contrer la pose l'achat, je dirais, d'une personnalité, d'un personnage. Donc vous essayez de remporter votre dernier point d'histoire comme ça et vous remportez la partie avant de la perdre à votre tour. C'est vraiment qui tout double là. Chercheur de mystère, même si bon, elle ressemble un peu plus à une femme a priori. Qui coûte 1 avec un d'arcane, elle a 1 de skill, il a 1 de skill, un adepte, on réduit de 1 le coût pour jouer des personnages dont le coût imprimé est de 5 ou plus jusqu'à un minimum de 1. Voilà, donc ça peut être très bien. Ouais, c'est super même. C'est super, on peut envisager des decks avec des gros trucs à jouer, on en met 3 comme ça réduit le coût, ça les emmène plus vite, ouais, c'est vraiment super bien. Le coût super, et 5 ou plus. Bah ouais, quand vous jouez, là j'ai un jeu, en fait j'y pense maintenant, mais je devrais la jouer dans mon jeu grand ancien, ils valent tous super cher. La pire des peurs. Je crois qu'il y a une bizarrerie sur cette carte où il y a un errata, où il y a... Ah non, c'est pas ça, c'est qu'elle a été rééditée dans une autre série. Là, on parle toujours évidemment des secrets d'Arkham, mais elle a été rééditée, je crois, dans une autre série et elle n'a pas le même game text ou quelque chose comme ça. Désastre, folie. Ce sont deux mots-clés. Hein. En réaction, dès qu'un personnage devient dément, le joueur qui le contrôle se défausse de 2 cartes de sa main choisies au hasard. Ensuite, pour chaque carte événement ou soutien défaussé de la sorte, on peut placer un marqueur sourcé sur cette histoire. C'est super bien à différents égards, parce que, du coup, vous avez vu, si en fait il se défausse une carte événement ou de soutien, nous on peut mettre un point sur une histoire, mais s'il ne s'en défausse pas, ça veut dire qu'il se défausse de personnages, donc potentiellement ça fait moins de personnages à gérer sur le board. Donc vraiment c'est pareil, c'est un peu là du kit ou double, je trouve la carte vraiment très intelligente, c'est vraiment intéressant. Je la joue même pas en plus, c'est là, franchement dans un jeu As Tour Peur ça peut vraiment le faire quoi. Ah si, je la joue peut-être, parce que là il n'y en a qu'une, je sais pas trop. Ouais. Faudrait que Ah, c'est parce que j'en joue une déjà dans mon jeu. Ouais, je devrais la virer et la mettre dans As Tour. Je pense à haute voix, excusez-moi. Alors, des horreurs dans la nuit. Non, dans le noir, excusez-moi, l'image. Enfin, vraiment, là, par contre, je trouve l'artwork excellentissime. Qui vaut 2, c'est un environnement nuit, c'est la nuit. Réaction forcée, dès qu'on joue cette carte, on détruit toutes les cartes de jour. Ça faisait un peu comme tout à l'heure le messager d'Ali en As Tour. Réaction, après qu'un adversaire a joué une carte de sa main, il doit se défausser de la première carte de son deck. Voilà, après qu'un adversaire... Ouais, c'est juste violent, hein. C'est violent. Et en plus, c'est un soutien, quoi. Ouais, ça
Ça, dans les jeux de défaut, ça ouais, faut absolument en mettre plusieurs. Et enfin, la dernière carte, donc la numéro 50, vous avez vu là, c'est la faille interdimensionnelle. C'est un lieu en action, décharger cette carte, payer 3 et sacrifier la faille interdimensionnelle pour détruire toutes les cartes personnages et soutiens en jeu. Bah voilà, ça c'est un bon rasboard comme on appelle. Un bon rasboard des familles. Eh ben écoutez, nous voilà quand même avec 40 minutes de présentation finalement de chaque carte. Je suis gourmand en fait. Au début je pense que je vais avoir les yeux plus gros que le ventre. Et parler d'une carte sans parler d'une autre à côté, c'est un peu dommage parce que je me dis que si jamais vous êtes intéressé un peu par le jeu ou si vous découvrez cette vidéo dans bien des années, eh ben là c'est encore un peu frais, ça fait que 10 ans que le jeu était sorti. Pour pouvoir voilà, vous dessiner un peu quelques idées je dirais, de mécanique de deck, voilà, mais enfin voilà, je fais de la paraphrase, mais je trouve quand même ça intéressant. C'est pas seulement parce que pour l'instant j'ai pas de partie à vous filmer malheureusement. Comme d'habitude, hein, je suis un peu esselé, mais c'est parce que je trouve que regarder ensemble aussi des cartes, ben voilà, ça permet déjà d'évoquer un certain nombre de points de vue et aussi de synergie. Et puis de votre côté, bah, si jamais vous passez par cette vidéo et que vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à me dire si j'ai tort en fait de penser que telle ou telle carte n'est pas super ou, ou à l'inverse qu'elle est trop intéressante. Mais voilà, je vais vous laisser sur ça et vous dire à très bientôt du coup pour la vidéo sur l'ordre du crépuscule d'argent que je vais m'apprêter à tourner juste après, je pense. Je sais pas dans quel ordre vous les verrez après. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé, portez-vous bien et à très bientôt pour une vidéo sur l'appel de Cthulhu JCE ou sans l'appel de Cthulhu JCE. À la prochaine. Allez, salut!